Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. L'histoire de la démocratie est indissociable de celle des médias, où une société met en scène les grands enjeux qui la traversent et les désaccords qui la structurent. Sans médias, pas de débat. Mais les médias sont aujourd'hui sévèrement critiqués. Leur crédibilité fond, et les journalistes se font souvent reprocher leurs biais idéologiques. Cette critique frappe aujourd'hui le journalisme politique qui se demande quel est son rôle dans un environnement technologique de plus en plus complexe. Pour en parler, je reçois Emmanuel Latraverse, qui est journaliste et analyste politique, pour qui j'ai la plus grande estime et avec qui j'ai le plaisir de faire chaque semaine l'expérience du désaccord civilisé à la joute. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, question première, toute simple, sur le rôle du journalisme politique en tant que tel. Alors, vous êtes journaliste politique depuis plusieurs années, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez couvert l'ensemble de l'actualité fédérale, québécoise. Comment concevez-vous le rôle du journalisme politique en tant que tel dans le débat public? Ben, le journalisme politique, comme n'importe quelle autre forme de journalisme, c'est pas monolithique. Il y en a pas seulement une forme. Donc, j'ai cherché une expression qui allait englober toutes les formes de journalisme, puis je pense que c'est faire la lumière. Alors, il y a 3 fonctions dans le journalisme. Il y a un élément du journalisme politique qui est essentiel, dans lequel je n'ai aucun talent, mais qui est le journalisme d'enquête. Et ça, c'est un élément structurant du journalisme politique, c'est de révéler ce que les pouvoirs veulent cacher. Mais si on revient à la base, il y a une expression en anglais, il y a les 5 W du journalisme, le who, qui, what, quoi, when, quand, where, où, et puis why. Alors, il y a une partie du journalisme qui c'est la base, c'est le qui, quoi, quand, où. C'est d'informer les gens, de rapporter ce qui se dit, ce qui se fait, quelles sont les décisions. Et l'autre part du journalisme, qui est celui, je pense, qui est le plus controversé, c'est le journalisme d'analyse et ou d'opinion. Il y a des nuances là-dedans. Mais c'est un élément fondamental du journalisme politique, je pense, parce que il répond à la réponse fondamentale, c'est le pourquoi. Et moi, je trouve que c'est le côté le plus intéressant dans mon livre du journalisme politique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gouvernements, les partis d'opposition agissent d'une façon ou d'une autre. Mais ça doit demeurer dans mon esprit un complément au reste. On ne peut pas avoir que du journalisme politique, d'analyse, puis ensuite d'opinion, parce que ça, c'est l'étape d'après. Il faut qu'il y ait les 2 autres avant. Et je pense qu'une des parties de la dérive qu'on voit en ce moment dans le journalisme, c'est qu'il y a de plus en plus d'opinions et moins de place laissée de ressources aux enquêtes et à l'information pure et simple. Alors, dans votre réponse, il y a cette phrase essentielle, voir ce que les pouvoirs nous cachent. Ou ce que le pouvoir cherche à cacher. Mais est-ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que le journalisme n'est plus seulement un contre-pouvoir, mais est devenu un pouvoir à part entière? Les médias sont devenus un pouvoir et qu'eux-mêmes devraient générer aujourd'hui leur propre contre-pouvoir d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire être remis en question non plus simplement il y a des sortes de récits Watergate, c'est-à-dire d'un côté il y a le pouvoir, de l'autre côté ceux qui le surveillent, mais est-ce qu'aujourd'hui le journaliste qui a acquis une puissance déterminante dans la représentation de la société, est-ce qu'il a besoin lui aussi de son propre contre-pouvoir? Mais il y a toujours une forme du contre-pouvoir du journalisme a été la concurrence et les approches différentes entre les différents médias. Et je pense que ça a servi le journalisme très bien parce que cette concurrence amène des perspectives différentes qui forcent des remises en question constantes de la façon dont on pratique le journalisme, de la façon dont on l'exerce. Mais quel serait le contre-pouvoir supplémentaire? On peut pas toujours ajouter une couche de surveillance aux États supérieurs. Il y en a des contre-pouvoirs normaux au journalisme dans la société. Il y a les groupes d'action politique, les groupes de mobilisation. Et moi, je vois le journalisme politique pas comme un contre-pouvoir qui s'exerce exclusivement sur la classe
politique. Faut voir, c'est un tandem et il y a une tension inhérente qui est normale et qui est saine entre la politique et le journalisme politique. Et je crois qu'il y a une partie du contre-pouvoir à l'égard des journalistes qui s'exerce par le biais de la classe politique aussi. On l'a vu très clairement, peut-être pendant les années Harper, si on veut, où Monsieur Harper et son équipe ont décidé de pas jouer le jeu traditionnel, cette valse qui était très scénarisée à Ottawa de comment on couvre la politique, et ça a forcé d'immenses remises en question dans les salles de nouvelles sur comment on couvrait la politique. Donc, je pense que ça illustre bien comment elle est là, la tension normale. C'est pas comme si les journalistes étaient tout puissants et sans aucune limite et sans aucun contrôle. Alors, je reviens sur votre parcours d'abord avant tout, sur votre manière de vous représenter le métier. Vous êtes journaliste politique depuis à peu près une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas vous vieillir brutalement. Non, j'ai presque juste fait ça. C'est ça qui est grave. Alors, c'est formidable. Donc, c'est un long parcours. Le métier a probablement évolué considérablement depuis que vous y êtes entré, ne serait-ce qu'à cause des mutations technologiques. Si vous deviez retracer, identifier les principales mutations, les principales transformations du métier de journaliste politique depuis votre arrivée dans le métier jusqu'à aujourd'hui, lesquelles identifieriez-vous? Mais regardez, pour faire une image très simple dans l'esprit de nos auditeurs, quand j'ai commencé à la télé, le premier direct que j'ai fait, le trépied qui tenait la caméra était en bois. Fallait faire chauffer la caméra avant de commencer à enregistrer. Et j'avais un décor en tapis. Ah oui, d'accord. Ça vous donne une idée. OK. Et puis pendant la pandémie, pendant la première vague, j'étais embarrée dans un chalet où il n'y avait pas d'accès Internet haute vitesse et où j'ai été capable de diffuser en direct à partir d'un téléphone cellulaire et d'une petite boîte noire qui a la taille d'un gros post-it, mettons. Ah oui, quand même. Alors, c'est ça le registre des évolutions technologiques. Puis entre les deux, il y a l'avènement du téléphone intelligent. Alors, c'est un métier qui s'est accéléré, mais qui est devenu de plus en plus flexible. Je pense que si ce n'était de cette révolution technologique, la couverture de la pandémie, par exemple, aurait été immensément plus complexe, voire par moments presque impossible au tout début pour les grands médias, les grandes chaînes de télé, etc. Mais c'est un métier qui est devenu ultra rapide, là. Je veux dire, si on veut se raconter des souvenirs, là, le premier voyage à l'étranger que j'ai fait avec le premier ministre, c'était en novembre 2001. C'était le sommet de l'APEC, donc des pays de l'Asie-Pacifique. C'était à Shanghai et c'était donc un mois et demi, 2 mois après le 11 septembre. Donc, la ville était bouclée. Il y avait rien à faire. On n'avait pas accès au sommet. On n'y a plus jamais eu accès, d'ailleurs. Ça a été comme le début de mettre les journalistes dans un coin loin des politiciens. Et comme à l'époque, on envoyait nos reportages sur une cassette. Puis comme ça coûtait très cher, il y avait un envoi par jour. Alors, puis avec le décalage horaire de 12 heures, morale de l'histoire, l'attaché de presse du premier ministre nous amenait magasiner, nous amenait visiter la ville toute la journée. C'était super le fun. J'ai acheté des perles, on était dans les marchés, des trucs chinois, etc. C'était la nuit, on s'en fout, ici au Canada. Puis on rentrait à l'hôtel vers 7 heures le soir. Monsieur Chrétien nous faisait un point de presse, il était 7 heures le matin. On se mettait au téléphone, on faisait un petit direct dans l'émission du matin. Après ça, on écrivait notre reportage, on enregistrait notre voix, puis on allait se coucher. On avait travaillé probablement 2h30 dans notre journée. Alors que le même voyage maintenant, tu débarques de l'avion, tu te mets à enregistrer un reportage qu'on envoie par Internet immédiatement, tu vas te coucher. Entre le vent, le bulletin du soir au Canada n'a pas encore passé, donc tu mets à jour ton reportage de la veille, puis tu files comme ça, puis t'en fais finalement 6, 7, 8, 9 reportages dans ta journée. Donc, c'est ça, l'accélération du métier dû à l'accès des technologies
qui ont réduit grandement le coût de transmettre l'information. Et alors voilà, c'est ça. C'est ça la transformation. Mais alors vous avez évoqué une chose assez intéressante sur la question de la gestion, de la manière de raconter la pandémie. Est-ce que l'arrivée, par exemple, des chaînes d'information continue dans nos sociétés, qui sont collées à l'actualité par définition, est-ce que ça fait en sorte, par exemple, quand on traite la pandémie, qu'on est sur un registre de l'urgence, sur le mode permanent? Est-ce que la manière de raconter les événements, la manière de raconter l'actualité politique, puisque les rendez-vous avec l'actualité ne sont plus aussi clairement rythmé, c'est-à-dire il n'y a plus la messe du téléjournal, du grand journal, qu'importe le moment de la journée où le 22h où tous se rencontrent. Est-ce que la place de plus en plus grande prise par les chaînes d'information continue fait en sorte que la manière de raconter l'actualité se fait plus sur le mode de l'urgence, sur le mode de la tension? Très certainement, parce que tout va plus vite. Et donc, ça exacerbe et ça accentue la concurrence entre les médias, parce qu'avant, ton seul moment, le test de ta concurrence, c'est ton efficacité dans la journée. Il était à 22h au bulletin du soir, alors que maintenant, il est à 9h, il est à 10h, il est à 11h, il est à midi. C'est pas seulement les chaînes d'information continue ont débuté ça, mais l'information en direct, en général, les journalistes de la presse écrite sont soumis à la même pression parce qu'ils doivent mettre à jour leur texte, la nouvelle, au fur et à mesure de la journée pour les applis, pour Twitter, pour les fils. Alors, on est tous les journalistes politiques sont devenus tous des agents de fil de presse. Avant, il y avait la pauvre personne qui travaillait pour la presse canadienne qui, lui, se tapait d'envoyer 600 textes dans sa journée. Les autres étaient peinards, on en faisait un, on avait le temps de réfléchir, d'être vraiment profond. Maintenant, tout le monde est un agent d'un fil de presse pour son propre fil de presse qui est son propre réseau. Est-ce que ça, fondamentalement... c'est de bon ton ces jours-ci de dire que ça a accentué le sentiment d'urgence et les crises et la confrontation. Et écoute, moi j'ai toujours évolué dans un contexte où les chaînes d'information continues existaient, mais la concurrence, elle a toujours été là. Et le but des médias, c'est quand même aussi de rendre ça intéressant. Alors, la pression de la tension inhérente au journalisme a toujours été là. C'est peut-être un peu facile de blâmer cette espèce de tension perpétuelle dans la presse et dans sa façon de raconter sur les médias en continu. Puis pour la pandémie, je te dirais, c'est plutôt que la crise et l'urgence et la gravité du moment auraient été la même si les chaînes d'information continues avaient pas été là. Parce que les points de presse de M. Legault auraient été diffusés, et elles l'étaient au début d'ailleurs, sur la chaîne principale. Alors, dans les grands moments sont diffusés là où ils sont, qu'il y a une chaîne d'information continue ou pas. Donc, je suis pas certaine que ça aurait fondamentalement changé la façon de couvrir la pandémie. Alors, vous avez évoqué plus tôt, quand on parlait des rapports entre le journalisme et le pouvoir, l'arrivée de Stephen Harper au pouvoir, qui lui a voulu changer les rapports avec les journalistes. Donc, il considérait à certains égards les journalistes, le parti médiatique, disons c'est comme ça, il le voyait comme un groupe, non pas qui prétendait raconter l'actualité, mais qui avait des intérêts idéologiques, qui lui était hostile. À tout le moins, il voyait la presse comme ça. On peut dire que des années plus tard, aux États-Unis, avec Donald Trump, on était aussi dans une forme de rapport radicalisé d'opposition entre, dans ce cas-là, le président des États-Unis et la classe médiatique, avec cette singularité que Trump pensait contourner la classe médiatique en utilisant les médias sociaux pour faire passer ses propres messages. Je vous poserai une question un peu étrange, mais est-ce que certains hommes politiques, en fonction de leurs idées, Trump et Harper ont pas du tout le même style, là, c'est le moins qu'on puisse dire, mais est-ce qu'en fonction de leurs idées, est-ce que certains hommes politiques ont raison de s'inquiéter davantage de la classe médiatique, des journalistes, du journalisme politique, des journalistes d'opinion ou plutôt des journalistes d'analyse? Est-ce qu'ils ont raison de s'en méfier en disant qu'il y a un biais d'une manière ou de l'autre dans le milieu médiatique à leur désavantage et à l'avantage d'autres qui sont leurs adversaires? J'ai longuement réfléchi à ça parce que c'est sûr que à l'époque où M. Harper était au pouvoir, c'était vu comme une attaque et une agression horrible de sa part de nous traiter tous d'avoir un biais idéologique et etc. Et avec le recul, je pense qu'à certains égards, il n'avait pas totalement tort. Ce qui a exacerbé
les relations entre M. Harper et la presse, c'est que M. Harper a pas voulu danser la valse sur le même rythme et sur le même papier à musique que tous les autres premiers ministres précédents l'avaient fait. Donc, par esprit du contrôle du message. Et donc, ça a mené dès le début à une relation très adversariale avec le gouvernement Harper qui s'est exacerbée au fil des ans. Et c'est ça qui a amplifié, je crois, la notion d'un biais idéologique des journalistes contre M. Harper parce que il y avait des mauvaises relations entre les journalistes et l'entourage de M. Harper, parce que ce sont eux à qui on parle. Quand tu te fais appeler à 11h le soir pour te faire engueuler parce qu'ils n'ont pas aimé ton topo, veux pas, t'as pas des aussi bonnes relations avec eux que si la discussion se fait dans le calme et le respect le lendemain matin. Il y a un risque de biais idéologique, je pense, dans les salles de nouvelles, mais c'est pas pour les raisons qu'on pense. La perception qui est galvaudé, c'est que les journalistes ont un biais idéologique parce qu'ils font partie de l'élite gauche caviar, ou la gauche du plateau à Montréal. Ils habitent tous dans le même kilomètre carré, ils ont fait les mêmes études, ils ont les mêmes référents culturels, ils pensent tous pareil, et donc ils tentent perpétuellement d'avancer leurs idées de gauche et leur conception du monde de gauche. C'est très réducteur. Moi, les journalistes que je connais, ils travaillent fort, ils cherchent l'information, ils tentent, dans la mesure du possible, toujours de mettre leur biais de côté. Mais la réalité, c'est qu'il y a un biais qui s'installe dans notre façon de faire le journalisme à notre insu. Et ce biais-là s'installe par osmose. Okay? Tu rentres dans une salle de nouvelles. Tu as des mentors qui t'apprennent à faire le métier. Ils deviennent tes modèles. Tu adoptes leur schème d'analyse pour toi apprendre à analyser l'information. Et donc, comme ça, il y a une espèce de roue qui se perpétue où, à être toujours ensemble dans une même salle de nouvelles, les gens finissent par je dirais se contaminer, mais c'est pas le bon mot, là. Je veux pas le dire avec un sens négatif, mais à s'influencer l'un l'autre. Et quand on brainstorm tout le monde sur comment une nouvelle devrait être traitée ou pas traitée, mais veut pas, il y a un consensus qui se forme autour de la table sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas. Et c'est là qu'émerge ce potentiel biais. Puis quand tu as plein de salles de nouvelles où ça arrive, et que tu as un contexte de journalisme politique où tu as un petit groupe de journalistes qui se côtoient à la vie longue dans la même bulle et qui passent un nombre incalculable d'heures dans une semaine à faire le pied de grue et à papoter en attendant que les politiciens arrivent, ben là, les journalistes se parlent entre eux, se craignent entre eux, et c'est là qu'il y a un effet de meute qui se crée et un effet de meute où tout le monde pense pareil. C'est pas un sombre dessein de la gauche ou c'est la force des choses qui fait que ce constat arrive. Et plus un groupe de presse est petit, plus ça va être frappant. Et on le voit ça dans la différence de couverture entre Québec et Ottawa. À Québec, ce sont tous des journalistes qui couvrent le même gouvernement pour un petit bassin de population. Alors qu'à Ottawa, tu as des journalistes des quatre, surtout avant, moins maintenant, là, parce que les salles de presse sont moins grosses, mais tu avais des journalistes des quatre coins du pays qui arrivaient avec des idées, des billets, des perspectives, des référents culturels complètement différents. Alors, tu avais moins cet impact-là, je pense, à Ottawa qu'à Québec, si on veut, mais le phénomène est le même pareil, là. Nul ne croit, à tout le moins, je n'ai pas l'impression qu'il y a une forme de grand complot d'une manière ou de l'autre de je ne sais quelle gauche du plateau qui consciemment voudrait maîtriser l'agenda. Ça, c'est une chose. Donc, laissons de côté cette hypothèse, mais je vous en soumets une autre qui est peut-être plus subtile. C'est l'utilisation, et moi, donc non pas chez les journalistes d'opinion, c'est-à-dire des chroniqueurs, des éditorialistes qui, eux, sont sur ce registre-là, mais l'utilisation normalisée de concepts à forte charge idéologique qui orientent le propos sans qu'on ne s'en rende compte. Je vous donne juste quelques exemples qui viennent de notre actualité plutôt récente. Lorsque des journalistes utilisent... Je me demande c'est lesquels. Vous allez voir, je vous donne des exemples. Racisme systémique. Extrême droite. Je savais. Oui, mais extrême droite.
intolérance, propos haineux, populisme, ces termes-là, on pourrait en trouver d'autres, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que la simple utilisation, par exemple, quand on décide de qualifier un parti de populiste, on utilise cette étiquette-là, pire encore, d'extrême droite, et que ce parti ou ce mouvement ne revendique pas cette étiquette, puis c'est une étiquette qui sert autant moins à décrire qu'à décrier. C'est-à-dire, une fois qu'on colle cette étiquette-là à quelqu'un, il est infréquentabilisé. On sait désormais qu'on est devant un méchant. Est-ce que la normalisation de tels concepts dans le vocabulaire politique, du journalisme politique, j'entends, pour décrire la réalité, même pas dans l'esprit d'éditorialiser, mais pour décrire les choses, est-ce que c'est pas une forme je dirais, de manière d'éditorialiser de manière soit inconsciente, soit plus discrète? Est-ce que ce vocabulaire-là n'est pas en lui-même porteur d'une charge idéologique? Je vais donner juste un exemple. Quand on parle au PQ des purs et durs du PQ, bon, on en parle moins aujourd'hui, mais quand on dit les purs et durs, on comprend tout de suite qu'on n'est pas devant la frange raisonnable. Quand on dit on peut donner des exemples, les purs et durs du gouvernement Harper, on peut multiplier les exemples. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de normalisation de concepts idéologiques, quelquefois dans le journalisme politique, qui cause problème? Mais ça cause problème. Je veux dire, à un moment donné, il y a des termes qui existent et on les utilise dans le contexte d'une conversation pour se faire comprendre. Pour reprendre ton expression des purs et durs, c'est un concept, je pense, qui est pas idéologique, que les gens comprennent très bien. Mais que les militants qu'on désignait ici ne revendiquaient pas. Ils disaient, on n'est pas purs et durs, nous, on n'est pas indépendantistes. Quand on leur collait ça leur collait une image d'intransigeance ou d'inflexibilité. L'étiquette, je disais, connotait moralement au-delà de décrire politiquement, non? Connaissait moralement, peut-être, mais je veux dire, à ce moment-là, s'il faut retirer tous ces termes-là de toute la façon dont on couvre l'actualité, on va se mettre à faire un journalisme beige, sans saveur, sans couleur, qui est plate comme le mur, là. C'est pas, je veux dire, le but premier du journalisme, là, politique, et le défi du journalisme politique, c'est d'intéresser les gens, dont c'est pas la priorité première dans la vie de réfléchir à ces enjeux-là, dans un court laps de temps, de réussir à les intéresser à des enjeux complexes et difficiles à expliquer. Alors, inévitablement, on se retrouve à adopter des formules pour que les gens comprennent de quoi on parle. Le PQ n'est pas monolithique. Il y a ceux qu'on a appelés les purs et durs. Il y a ceux qui sont en faveur plus d'une gouvernance. Il y a alors, il y a différentes approches à ça. Je pense pas qu'on peut comparer le concept, l'idée des purs et durs avec celui du racisme systémique. La réalité, c'est que prends le débat sur le racisme systémique au Québec. La façon dont moi je le vois. C'est un mot qui a une forte charge émotive et idéologique. Je partage ça avec toi et c'est un mot qui fait pas consensus, mais c'est un mot qui est revendiqué par les militants de plusieurs militants et la majorité des groupes militants de lutte contre le racisme, les discriminations, etc. Puis il n'y a pas juste eux, là, tu sais, je veux dire, la Commission des droits de la personne l'utilise, la Commission vient l'utiliser. Alors, c'est un terme qui s'est mis à s'imposer dans le débat public. Quand un premier ministre dit qu'il va lutter contre le racisme à l'égard des Noirs ou à l'égard des Autochtones, c'est normal de lui demander si lui croit au concept de racisme systémique. Et s'il veut pas, il faut lui demander pourquoi. Après ça, c'est à lui de l'expliquer pourquoi il veut pas. Je pense que M. Legault l'a fait. Puis un côté des journalistes qui est de picosser, de faire pression, d'essayer de voir jusqu'où est-ce que il y a un consensus, jusqu'où est-ce qu'il est solide, jusqu'où est-ce qu'il y a une cohérence dans le discours du gouvernement. C'est de confronter le gouvernement à ses propres limites, à ses propres choix. Et c'est là que le mot et que le débat s'est imposé dans l'espace public. Ça, c'est une part du journalisme. L'autre, c'est la part de l'analyse. Et là, c'est là qu'il y a un débat, je pense, à avoir au Québec sur si, est-ce que M. Legault, en l'occurrence, a tort ou a raison de ne pas utiliser ce terme-là. Mais on peut pas tout mettre dans le même panier, là. Je pense pas qu'on peut blâmer les journalistes à Québec de biais idéologiques parce qu'ils ont posé des questions et maintenu la pression pour forcer M. Legault à s'exprimer sur cet enjeu-là, qui est un enjeu
très important et qui peut-être qu'il est idéologique, mais il forme consensus dans la classe politique ailleurs qu'au Québec. Et la pression du commentariat, comme on dit, qui lui reproche de ne pas l'avoir utilisé. Il y a deux pendants là-dedans, là. Alors, j'aurais une double question dans cet esprit, c'est-à-dire, vous dites, bon, il y a une forme de consensus à l'extérieur du Québec, il l'a manifestement pas au Québec. Souvent, les discussions que j'ai eues avec des conservateurs, des gens du Parti conservateur disent des propos qui sont possibles au Québec, par exemple, ne sont pas possibles au Canada anglais sur certaines questions, parce que si, par exemple, on remet en question trop ouvertement le multiculturalisme, l'immigration massive, tout ça, tout de suite, on passe parmi les infréquentables. Donc, je dirais, les frontières du fréquentable et de l'infréquentable sont pas les mêmes d'une société à l'autre. Donc, première question, est-ce que de ce point de vue, l'idée du consensus suffit pour établir la légitimité d'un concept? Puis, je me déplace juste de l'autre côté de l'Atlantique pour reprendre ma question en forme d'exemple. Quand, par exemple, on dit d'un parti en Europe qu'il est populiste, et que lui-même refuse l'étiquette. Est-ce que le simple fait de le dire populiste ou quelquefois d'extrême droite, est-ce que le simple fait de mettre cette étiquette-là ne suffit pas à le discréditer? C'est-à-dire le simple usage d'une telle étiquette, une fois qu'on l'a collé, c'est comme attention, chien méchant, et il ne s'agit plus dès lors de savoir ce qu'il pense, mais de mettre en garde contre lui. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là, je donne des exemples européens, dans des moments où de telles étiquettes sont plus polémiques qu'on ne le souhaiterait? Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des termes qui deviennent chargés de reproches, de critiques idéologiques et qui adoptent une vie et un sens qui leur est propre dans le contexte politique. Moi, je suis absolument d'accord avec toi qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas remettre en question au Canada anglais, qui sont ouvertement remis en question au Québec. C'est la preuve très claire que ce sont deux sociétés avec des référents culturels et idéologiques qui sont complètement différents. Et c'est probablement la raison pour laquelle il y a consensus dans la classe politique sur le concept de racisme systémique du côté du Canada anglais bien davantage et qu'il n'y en a pas vraiment du côté du Québec. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que sur la question du terme populiste, c'est vrai que c'est un terme qu'on a beaucoup que la gauche a utilisé pour accuser de manière polie les partis plus de droite d'être d'extrême droite. C'est ça en vérité. C'est qu'on a transformé le sens de ce mot-là. Mais ça fait partie du débat politique. Puis je suis pas sûre que c'est les journalistes qu'il faut blâmer pour ça. C'est pas les grands maîtres du monde, là. Les journalistes politiques prennent leurs idées, s'abreuvent auprès du personnel politique, des conseillers politiques des différents partis et se font souvent aussi souffler dans l'oreille certains concepts, certaines idées qui finissent par s'imposer dans le débat public, là. Donc c'est pas juste la faute de la presse, là, ça, là. Je veux dire, c'est la nature même de la joute politique, là. Alors, à partir de là, je saute sur une autre question qui me semble fondamentale et qui, je crois, traverse aujourd'hui une bonne partie du milieu médiatique. On sent qu'il y a une forme d'aliénation dans je dirais pas dans l'ensemble de la population, mais dans une partie de la population par rapport aux médias. À tout le moins, c'est ainsi que ça se présente. On se méfie. Le discours sur les fake news est très présent. Il se diffuse un peu partout. Comment expliquez-vous cette espèce de malaise? D'abord, êtes-vous d'accord sur le fait qu'il y a une forme de malaise populaire par rapport aux médias aujourd'hui? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Oui, c'est sûr qu'il y a un malaise. Est-ce qu'il est plus grand qu'à une autre époque? C'est très difficile à quantifier parce que on est capable de le quantifier maintenant parce que il y a les médias sociaux, il y a 10 milliards d'alternatives aux grands bulletins de télé et aux grands journaux. Donc, aux grands médias traditionnels. Donc, tu es capable de voir la désaffection à l'égard de ces médias-là, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas d'alternatives. Mais je pense que, oui, je le vois, le malaise, juste sur la période de ma carrière, je vois une différence dans le ton, dans le contenu des attaques, des critiques qui sont faites à l'égard des journalistes. Je pense que ça impose à la presse et aux journalistes une certaine remise en question parce que le rôle des médias dans une société, il est pas simple. Tu sais, le mot informer,
ça a l'air simple. Mais dans les faits, c'est quoi le rôle des journalistes dans la société? C'est à la fois, c'est d'être le reflet de cette société-là, sans en endosser les dérives. On s'entend. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou dans n'importe quel... Alors, c'est pas parce que tu es un journaliste dans une société raciste que tu vas endosser et promouvoir ce racisme-là. Donc, mais la ligne, elle est très fine à ce moment-là. Entre le devoir de la presse de comprendre la société dans laquelle elle évolue, de définir les lignes morales qui ne peuvent pas être dépassées, sans pour autant juger la société. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu une dérive ou un glissement dans plusieurs grands médias, parce que dans cette bulle, puis les médias sont une élite, là, on s'entend. Les gens qui sont journalistes font partie de la haute bourgeoisie de notre société d'aujourd'hui, là. C'est pas des gens qui vont à l'usine, c'est pas la classe moyenne, les journalistes, là. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et donc, il y a une déconnexion entre le monde dans lequel les journalistes évoluent et le monde sur lequel ils rapportent. Et les gens dont ils parlent et les phénomènes sociaux qu'ils doivent tenter d'expliquer. Et je pense que c'est en perdant de vue cette notion qu'ils n'étaient pas le vrai monde du coin de la rue, mais qu'ils font partie d'une élite, que plusieurs médias ont fini par perdre l'adhésion des gens qui les écoutaient. Puis ce phénomène-là, il est très, très, très clair. C'est plus facile de le décrire dans une société qui est pas la nôtre, là. Je pense qu'on l'a vu très clairement aux États-Unis. Pendant la campagne de 2016, quand on regardait les grands médias américains, ici, assis chez nous, donc on regardait CNN, on lisait le New York Times, il y avait un fou furieux, malade mental, incompétent, débile, avec une horde de dégénérés, contre une femme, certes imparfaite, pas sympathique, mais ô combien compétente. C'est comme s'il y avait aucun choix possible entre les deux, là, tu sais. Voyons, c'est impossible. Mais pourtant, les causes de l'adhésion à Trump, elles étaient pas difficiles à trouver. Moi, la semaine avant, le dimanche avant le vote, j'étais aux États-Unis pour faire un reportage, à te promener dans les rues de New York, qui est quand même pas un bastion de Trumpisme fondamental, tu sentais la désaffection à l'égard des élites. Alors, comment ça se fait que la presse a pas senti ça aux États-Unis, alors que quand on venait de l'extérieur, on était capable de le voir? Et ce qui est phénoménal, c'est qu'à l'issue de cette dernière campagne présidentielle, on a eu le même phénomène, où ça ne devait pas être serré entre Trump et Biden, et où finalement, oui, Biden a gagné par 10 millions de votes par rapport à Trump, mais il y a quand même 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Donc, à un moment donné, il y a une partie de son devoir que la presse ne réussit pas à remplir, qui est d'essayer de comprendre les phénomènes qui animent la société. Puis si tu ne les comprends pas, tu manques à ton devoir d'expliquer les enjeux et tu abandonnes le pouvoir qu'a la presse d'imposer des enjeux dans le débat social. Alors, ensuite, justement... Je sais pas si ça répond à ta question, oui, bien sûr, mais... absolument. Oui, absolument. Ça me permet même de relancer. C'est-à-dire, il y a une notion très importante. Vous avez dit, la presse doit représenter une société sans pour autant assumer ses dérives, en donnant l'exemple du racisme et ainsi de suite, évidemment. Mais je me permets de donner un exemple et je vous soumets l'exemple. La Grande-Bretagne, 2016 aussi, mais le Brexit cette fois. Les partisans du Brexit, pour certains, vous dites qu'il y a des lignes morales à ne pas franchir, ben, quand on regardait la BBC, on considérait que le Brexit, c'était la ligne morale à ne pas franchir. La comparaison du Brexit avec le Troisième Reich arrivait. C'est quand même pas mal, hein, le Troisième Reich. On arrive assez rapidement vers l'infréquentable. On disait que le Brexit, c'était le retour de l'intolérance, c'était l'extrême droite, c'était le racisme, c'était le refus de l'autre, et ainsi de suite. Donc, pour une partie, je me souviens très bien, quand j'ai regardé pour le Brexit, je regardais la BBC,
Et quand le soir même, j'ouvre l'écran, et là, je vois la gueule décomposée de tous les animateurs. Et moi qui étais pour le Brexit, je me dis, ça va être une bonne soirée. Ils n'avaient pas dit un mot et je savais qu'ils avaient perdu et que j'avais gagné. Disons ça comme ça. Mais est-ce qu'un des problèmes, justement, c'est que la ligne morale que vous évoquez, qu'on doit tracer pour distinguer apparemment les enjeux légitimes et ceux qui ne le sont pas, ou les préoccupations légitimes et celles qui ne le sont pas, est-ce que cette ligne morale-là, est-ce que ce périmètre de la moralité n'est pas trop serré quelquefois? Et est-ce que trop souvent, une partie de la classe médiatique ne traite pas les désaccords de fond avec ses préférences comme des dérives? Est-ce qu'on n'abuse pas quelquefois du concept de dérive pour nommer des positions qui peut-être nous heurtent, mais qui apparemment font quand même partie du débat politique? Puis on l'a vu aussi aux États-Unis. Le problème, si on prend le Brexit en exemple, qui est un bon exemple, et c'est un peu le même phénomène que face à Trump, c'est que tu as une population qui se rallie derrière un enjeu controversé. Je pense qu'on peut dire à l'époque c'était le Brexit aux yeux des élites. Et par ailleurs, pour séduire cet électorat-là, qui est susceptible d'endosser un Brexit ou Trump, des partis politiques utilisent des slogans, des tactiques qui sont xénophobes, racistes et tout le reste. On l'a vu dans le Brexit et c'est clair dans le mouvement trumpiste. Mais il faut être capable comme journaliste de différencier des tactiques utilisées par un parti politique qui, elles, sont alimentent l'intolérance, la xénophobie, le racisme et ses lignes et ses dérives infranchissables, et la population qui finit par y adhérer. Pourquoi les gens finissent par être xénophobes quand ils ne l'étaient pas 10 ans auparavant? C'est ça qu'il faut comprendre dans ces sociétés-là. Mais pourquoi les gens deviennent racistes? Pourquoi est-ce que les gens rejettent D'où vient ce rejet de l'autre? Si comme journaliste, tu te contentes de dire qu'il y a un rejet de l'autre et que ce sont tous des racistes et des débiles, tu as manqué à ton devoir d'essayer de comprendre. Et c'est là, moi, je pense qu'il faut toujours revenir à ce devoir de comprendre le pourquoi des comportements sociaux et des phénomènes qui se manifestent dans la société. Et c'est pas et très certainement parce que c'est compliqué, parce que c'est loin, parce que ça force une partie de la classe médiatique à sortir de sa bulle idéologique qui est tellement réconfortante parce qu'on est en possession tranquille de la vérité de manière perpétuelle. Ben là, on s'accroche finalement comme journaliste politique en faisant ça à prendre des slogans et de partis politique pour la réalité du terrain, alors que c'est pas la même chose. Mais est-ce que quelquefois, parce que j'entends très bien, mais est-ce que quelquefois, par exemple, on va pas utiliser une définition exagérément large, par exemple, de la xénophobie ou du racisme? Parce que moi, c'est une chose quand j'entends, ou de l'intolérance. J'ai l'impression que quand j'entends ces mots-là, quelquefois, que vous dites pourquoi il y a 10 ans, les gens étaient pas xénophobes et pourquoi le sont-ils devenus? On pourrait se demander aussi inversement, comment se fait-il qu'en 10 ans, la définition de la xénophobie se soit à ce point étendue qu'elle désigne aujourd'hui quelquefois des simples réflexes qui relevaient hier du nationalisme ordinaire, du souverainisme le plus banal, je veux dire pas juste au Québec, mais ailleurs dans le monde, une critique de l'immigration massive, qu'en sais-je, du multiculturalisme. Est-ce que ces concepts-là, eux-mêmes, se sont pas peut-être exagérément étendus et en viennent à décrire autre chose que ce qu'ils désignaient traditionnellement? Ben, ils décrivent toujours la même chose. Peut-être qu'ils sont galvaudés. Et c'est là peut-être qu'une partie de la presse se laisse instrumentaliser par des partis politiques avec qui elle partage les biais idéologiques en galvaudant ces concepts-là. Ça, je suis prête à le reconnaître. D'accord. Que ça arrive. Mais moi, parce que je suis pas la bonne personne pour ça, parce que moi, tu sais, j'ai beaucoup d'opinions, on se connaît bien, j'ai pas la langue dans ma poche, mais dès que j'aborde un enjeu, je mets mes biais idéologiques à l'avant, parce que je les connais, et là, je les confronte à la réalité. Justement pour essayer de ne pas toujours laisser mes biais idéologiques avoir une influence sur comment j'interprète le monde et la politique. Et c'est devenu dans mon esprit mon mécanisme pour essayer de me rapprocher d'une certaine objectivité et d'une certaine
liberté idéologique dans la façon dont j'aborde la politique, parce que sans ça, c'est vrai qu'on va toujours avoir le réflexe de tomber et de s'en remettre à ses propres référents. Et c'est là que moi, je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est notre devoir comme journaliste d'essayer de toujours mettre à l'avant-plan nos propres biais pour ne pas les oublier. Je dirais que c'est devenu, avec le temps, plus facile d'être objective face à des mouvements ou des phénomènes avec lesquels je ne suis fondamentalement pas d'accord qu'avec d'autres dont je partage les opinions. C'est plus facile d'aller couvrir une manifestation pro-vie pour retirer le droit à l'avortement des femmes que de couvrir des enjeux comme le racisme, l'inclusion et l'égalité. Parce que je suis consciente de mes biais sur l'avortement. Et donc, ils sont tellement à l'avant-plan que je suis capable de m'en servir comme d'un rempart. Alors que les biais, quand tu couvres un enjeu qui est proche de tes propres valeurs, ben là, c'est plus difficile de confronter les idées parce que tu te confrontes à toi-même. Et c'est là, je pense, que le phénomène que les journalistes, au fil de leur carrière, finissent par faire partie d'une élite dans la société, devient un risque à continuer à assumer ce devoir d'indépendance et d'ouverture d'esprit. Parce que il y a un risque qu'on s'enferme dans nos propres biais. Alors, on en arrive... bien sûr, et on en arrive absolument, je comprends parfaitement. Mais on en arrive justement à la dernière question. À Radio-Canada, je pense c'est Radio-Canada, il y a eu une espèce de débat ces derniers mois pour savoir si les journalistes devraient, surtout ceux qui sont en position minoritaire apparemment, mais pas minoritaire au plan idéologique, là, minoritaire sur le plan les minorités qui aujourd'hui suscitent l'intérêt dans l'espace public, on considérait que certains journalistes devraient désormais pouvoir assumer clairement leur opinion, leur biais. Donc, plutôt que de faire le refoulement ou la mise à distance dont vous parlez, eh bien, les assumer en tant que tels. Est-ce que c'est pour vous une piste? C'est-à-dire que les journalistes assument désormais, je parle pas des journalistes d'opinion ici, mais plus largement, assument leurs biais, assument leurs orientations idéologiques, histoire de fonctionner, appelons ça, à visière levée, à étendard déployé, ou est-ce que pour vous, ce serait péril pour la profession? Moi, je pense que ce serait péril pour la profession. Là, on tombe dans un mélange des genres qui fait en sorte qu'il y a plus de références objectives. Un journaliste dont le travail, c'est d'informer, c'est pas la même chose qu'un journaliste qui fait de l'analyse ou un journaliste qui fait de l'opinion ou un journaliste qui fait de l'enquête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le journaliste noir va devenir un militant noir quand il va faire un militant pour l'égalité des Noirs quand il va faire ses reportages. La journaliste lesbienne va devenir militant. Alors, t'es pas militant quand t'es journaliste, là. De un, je veux dire, c'est priver le journalisme de ce qui devrait être son phare dans la nuit. Le phare dans la nuit du journalisme, le pouvoir qui lui revient dans la société, vient de ce devoir d'essayer de se libérer de ses biais idéologiques. Alors, à partir du moment où tu cèdes à ça, ben, il y en a plus je veux dire, une salle de nouvelles n'est plus une salle de nouvelles. Elle devient une salle d'opinion, elle devient un lobby, elle devient une organisation militante, là. Je veux dire, je peux pas m'imaginer une salle de nouvelles qui fonctionnerait comme ça. C'est plus une salle de nouvelles. Je veux dire, tu peux pas, on se transformerait tous en militants d'une cause X, Y, Z, sous prétexte que c'est difficile et exigeant intellectuellement de mettre nos a priori de côté. Je veux dire, et c'est encore pire, si tu veux mon opinion, de la part du diffuseur public. Parce que là, comment tu fais après ça pour t'assurer que le diffuseur public soit le reflet
de la société et des citoyens qui le financent. C'est qu'il est supposé être d'une objectivité la plus haute possible. Parce que sans ça, la Salle de Montréal va devenir un reflet exclusif des gens de Montréal et de leurs valeurs de Montréal et du microcosme de Montréal, alors qu'il s'adresse à des Canadiens qui habitent à Terre-Neuve, à Moncton, à Québec, à Saint-Jean-Port-Joli, en Alberta, en Saskatchewan. Je veux dire, si tu veux être écouté et compris de tous, mais tu peux pas devenir seulement un militant de ta cause. Je veux dire, ça, c'est une recette pour qu'on arrête de t'écouter, là. Ça m'hallucine. Mais sur cet appel à l'objectivité et cette perplexité légitime devant le journalisme militant, Emmanuelle Latraverse, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. C'est un grand plaisir de vous avoir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.